pour qui ça charge. Donc ceux pour qui ça charge, là pour l'instant je suis juste sur le texte du. Je suis juste sur le texte du TP. D'accord. Donc là, exercice et mentionnement d'un accouplement rigide par obstacle. Cet objectif a pour objectif de dimensionner la transmission de puissance à travers un accouplement rigide entre deux bouts d'arbre normalisés d'une machine motrice et d'une machine réceptrice. J'ai oublié de dire, j'aurais dû le dire dès le début, zut. Vous avez le GDI sous la main? Est-ce que vous avez le GDI sous la main? Bon, il faut le GDI. Ceux qui n'ont pas le GDI, vous allez le chercher. Moi, je vais aller le chercher ici en version numérique. On va travailler avec lui. Voilà. Parfait. Voilà. Bon. Donc la première chose, si vous regardez ce que je vous projette, c'est donc le cahier des charges. Nous avons donc un moteur triphasé, de la marque Nidec. Alors en fait, c'est le roi sommeur aussi. LS, ça veut dire le roi sommeur. Donc le roi sommeur, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une entreprise qui n'est pas très loin, hein, puisqu'ils sont à Angoulême. Voilà. Donc LS 160 LR à 4 pôles. Donc déjà, la première chose, c'est de repérer là-dedans le bon élément. Alors, ce que je vais faire directement, là, vous allez voir, je vais me récupérer ça. Je me récupère le haut. Je vais bricoler ça. Tac. Je vais venir ici. CTRL V. Voilà. Voilà. Et je vais aller ici, venir là, récupérer les informations du LS 160 LR à 4 pôles. LS 160 LR, de mémoire, il est vers là. Le voilà. Donc pareil. Voilà. Faut que je le diminue un petit poil. Bon, je peux pas avoir exactement la même chose, bizarre. Je vais tricher un peu. Là, c'est pas trop mal. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir les informations sous le nez. Ok. Donc la première chose là qui m'intéresse, quand on vous donne un moteur, déjà moi je me rends compte, j'ai une puissance nominale de 15 kW. J'ai un couple nominal ou moment nominal de quasiment 100 Nm, donc 98,4 Nm. Le moment de démarrage, ça c'est encore autre chose. Moment d'inertie, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est quelque chose qui est important, ça. Hein, si le constructeur donne ça, est-ce que vous voyez l'intérêt, tiens, juste comme ça, est-ce que vous voyez l'intérêt de donner le moment d'inertie? Ça vous dit ça, l'histoire de moment d'inertie? Si je donne le moment d'inertie, c'est que je fais une étude en dynamique. Donc c'est lorsque je vais vouloir étudier la réponse du système, par exemple au démarrage. Quand je suis en automatique, si je veux faire un asservissement en vitesse, dans mon calcul, dans mon modèle, il faut que je considère l'inertie du moteur. Alors, pas que l'inertie du moteur, il faut considérer l'inertie du moteur et puis tout ce qui peut aller par la suite. Alors ça, on aura toute une partie du cours sur la partie dimensionnement, sur la partie transmission de puissance. Alors c'est plutôt au semestre 4. On ira un peu plus loin, Vincent Patelot et moi.
et on vous montrera cet aspect dynamique des choses. Vous avez commencé à le voir déjà avec Vincent Patelou dans le cours, je pense, où il vous a parlé à un moment donné de dynamique. Alors, je reviens à mon TD. J'ai perdu le TD, le voilà. Non, c'est pas ça, c'est ça. Donc là, j'ai les informations de ça. Vous avez les caractéristiques du bout d'arbre moteur qui sont données dans le tableau suivant. Voilà. Et là, l'idée, c'est de, première chose, de vérifier. Alors, j'en reviendrai dessus. Alors, donc, la machine réceptrice possède un bout d'arbre normalisé de diamètre 36. Donc, 36, c'est la machine réceptrice, c'est-à-dire, c'est pas le moteur. Hein. Et en fait, la machine réceptrice, c'est un réducteur. Et le réducteur, c'est le réducteur qu'on a sous le nez. Donc, si vous regardez, c'est un réducteur à 2 étages de réduction. Hein, j'entre par la gauche ici. Voilà, et je vais sortir par la droite. OK. Alors, en fait, dans ce sens-là, c'est même un multiplicateur, si on se met dans ce sens-là. Voilà. Donc, ça, c'est le sujet. C'est bon pour ça? Voilà. Donc, on souhaite réaliser la transmission de puissance à cette dernière par une goupille qui servira de sécurité en cas d'augmentation trop importante du couple. Le dessin d'ensemble est fourni ci-dessous. Alors, la première chose qu'on vous demande, c'est de vérifier si le bout d'arbre moteur est normalisé. Dessin de la forme générale de l'accouplement en vue de face avec les deux bouts d'arbre. Alors, on va en discuter un petit peu. Je ne vais pas m'amuser à le faire sur la tablette. Ça ne va pas être beau. Voilà. Donc là, ici, première chose, je vais aller récupérer les informations là. Alors, tant que j'y suis, je vais faire comme tout à l'heure. Je récupère ça. Je vais le mettre là. Comme ça, j'aurai tout. Voilà. Voilà. Ici, je reviens là. Il me faut ça. Là, je vais faire comme tout à l'heure. Alors, je prends un peu de temps pour ça. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Voilà. Là, c'est histoire de nous mettre en jambe, hein, cette question. Les choses sérieuses vont commencer après. Alors, il faut chercher le 160 LR. 160 LR, il est là. 160. Il y a toute une série de LS 160 en fait. Là. Vous l'avez là. Vous l'avez là. Je vérifie une chose. C'est bien celui-ci là? Oui, non. P. Je regarde voir. Diamètre DA, diamètre DA, diamètre DA. Si, c'est ça, c'est bon. C'est bon. 160. On a un diamètre de 42. Bon, en présentiel, ça serait mieux, mais bon, on va y arriver quand même. Voilà. Donc ici, l'idée, c'est de vérifier que ce qu'on a, c'est bien ce qu'on sont des informations normalisées.
Donc là, c'est un petit rappel par rapport à ce qu'on a pu voir, ce que vous avez pu voir en construction. Vous vous souvenez du fameux TD, de fameux exercice où il s'agissait de monter une poulie sur un bout d'arbre moteur. Hein, voilà. Donc là, si je regarde, j'ai un diamètre de 42, ici. L'idée, c'est d'aller vérifier les différents éléments sur les bouts d'arbre moteur. Est-ce que vous avez le GDI à la bonne page? Donc GDI à la bonne page. Hein. Alors je vais essayer d'aller un peu plus vite là. Hein. Parce que l'idée quand même, c'est de passer sur d'autres choses qui sont un poil plus compliquées, même si ça. Alors attendez, que je ne fasse pas de bêtises, c'est là. Ah, bout d'arbre. Non mais. Ah, ce matin, hein, quand ça veut pas, voilà. Bout d'arbre. C'est pareil, si je mettais la main là, ça serait mieux. Bout d'arbre, 229. Alors 229, ça en compte. Non. Voilà. Et vous êtes à ce niveau-là. À ce niveau-là, bout d'arbre. Et puis surtout, vous avez le clavetage derrière. Donc nous ici, si je reprends. Là, donc bout d'arbre, on a un diamètre de 42, diamètre de 42. Alors si je vais chercher un diamètre de 42, est-ce que tout le monde sur le GDI voit bien le diamètre de 42? Diamètre de 42, alors si je suis, là je vais le mettre en parallèle. Voilà, diamètre de 42. Donc là, vous avez D1. D1, c'est le diamètre qu'on va avoir ici sur O. O, c'est le diamètre du trou taraudé. Et là, par exemple, 42, on retrouve bien M16. Vous voyez, par exemple, la profondeur 36. Alors, je regarde, pour un diamètre de 42, M16, profondeur 36. OK, ainsi de suite, là. 110, c'est grand E. On le retrouve là. On retrouve... alors, 82, ça, c'est encore autre chose. On va retrouver les éléments. Heureusement, vous me direz. Et après, par rapport au clavetage, parce que nous, on va avoir besoin du clavetage, vous avez aussi là les différentes valeurs, grand G, GD, etc. Et ça, ces valeurs-là, par contre, on va les trouver un peu plus loin au niveau de la clavette. OK, donc là, par exemple, de 30 à 32, on a A fois B, c'est 10 fois 8. 10 fois 8, et là, c'est D-5. Pour J, J, c'est important, ça, vous allez voir, on en aura besoin à notre moment. J, c'est la distance entre le bas, ici, de l'arbre, jusqu'au fond de la rainure de clavette. Donc 10, c'est grand D moins 5. Grand D moins 5, sachant qu'on est à 32, ça fera donc... on a 42, pardon, ça fera 42 moins 5. OK? Ah non, mais j'ai dit 36, mais non, je suis à 42, excusez-moi, je confonds avec le bout d'arbre de sortie 42. Non, c'est bon, je suis là. C'est grand D moins 5, non, c'est bien bon. Voilà. Et là, on vérifie, par exemple, grand G, 42 moins 5, c'est bon, on a 37. OK, donc 37. F 12, 12. Je vérifie. OK, donc là, de cette manière-là, vous pouvez vérifier toutes les informations qui sont portées sur le plan. OK, je passe à autre chose parce que je pourrais passer encore du temps là-dessus, mais on perd du temps à distance. Je perds du temps à jongler entre les écrans, mais on retrouve les informations. Et heureusement. OK? Bon, allez, on va passer au vif du sujet en termes de dimensionnement. Donc là, l'idée, c'est on a un bout d'arbre et puis on a deux bouts d'arbre à relier. Donc diamètre 42 d'un côté, diamètre 36 de l'autre. Donc l'objectif, c'est de venir positionner du côté de réducteur là une goupille
et de calculer donc le diamètre de la goupille. Ok, est-ce que vous voyez comment il faut faire là? À une époque, moi je sais, quand j'étais étudiant là, on le faisait en première année, quand on faisait un cours en résistance des matériaux, sur le cisaillement, puisque la goupille est cisaillée. Est-ce que tout le monde déjà se rend bien compte que la goupille est cisaillée? Ouais, c'est bon? Bon. Allez, on attaque. Vraiment. Donc ici, oups, pardon. Je remonte. Là, ici, c'est d'abord, je vais commencer. Alors là, c'est quel numéro? Que je prenne le bon numéro. C'est le numéro E4. Donc, je vais utiliser une goupille. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre. Alors, attendez que je m'installe mieux. Voilà. Là, on va avoir un arbre. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de pas trop pourri. Voilà, ça c'est l'arbre. OK. De diamètre 36 ici. D'accord. Voilà. Ici, on va venir positionner un manchon. Là. Là, c'est un manchon. OK. Et à travers ce manchon, là, on va venir mettre en place une goupille qui va traverser tout le monde. Là, comme ça. Là. Tac. Donc cette goupille, bien sûr, il faudrait que je la mette plus petite. Je vais chercher quelque chose de plus petit là. Voilà. Voilà. Donc là, cette goupille ici, il va falloir les dimensionner. Donc si vous regardez bien, alors si je fais ce schéma là, c'est pourquoi. Si vous regardez bien, c'est que la zone qui est à calculer en fait, la zone qui est cisaillée, elle se situe là. Là, il y a deux zones. OK. Et quand je regarde de côté, là, je vais voir mon arbre de 36. Je vais remettre plus gros. Voilà. Je vais avoir mon arbre ici de 36. Et par-dessus, là, j'ai la partie accouplement. Voilà. Merci de m'avoir corrigé automatiquement. Et en fait, la zone qui m'intéresse, ça va être là. Et en fait, ici, je vais avoir un effort tangentiel là et un autre effort tangentiel ici. Ces deux efforts tangentiels, si vous regardez bien, ils forment un couple. Non, non, c'est diamètre 36 là. Oh, parce que là, je suis au niveau du récepteur. 42, c'était au niveau du moteur électrique. Tu vois, regarde là, diamètre goupille de sécurité côté réducteur. Côté réducteur, je suis bien à un diamètre 36. Le diamètre 42, c'était pour montrer que, en fait, vous lisiez bien le GDI. Ok, c'était pour rentrer un petit peu dans la définition géométrique d'une clavette. On va voir après, ça va nous aider pour l'autre exercice. Voilà. Donc là, en fait, si je regarde bien, je vais avoir ma goupille ici qui va être soumise à ça. D'accord? Donc là, j'ai ma goupille qui va traverser là. OK? Comme ça, là. Voilà. C'est pas pratique quand même. Voilà. Alors, je suis pas très doué peut-être aussi. Hein. OK? Voilà. Donc là, je traverse. Et la zone cisaillée, la section cisaillée, mais c'est la section de la goupille à ce niveau-là. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée générale du dimensionnement en bureau d'études, on l'avait fait, on l'avait vu pour dans un engrenage. Dans un engrenage, vous vous souvenez?
Rappel, je vais le faire ça, rappel, rapidement. Pour un engrenage, alors c'était pour la dent d'un engrenage. On avait dit, on calculait une contrainte maxi au pied de la dent, et on disait que cette contrainte, au pied de la dent, elle devait être inférieure à une contrainte admissible. Vous vous souvenez de ça? C'était ça l'idée. Mais là, ça sont des contraintes normales. Sauf que là, ici, je suis sur du cisaillement. Donc, en fait, pour un... Ici, donc pour une goupille, on a une sollicitation, on a du cisaillement. Donc, en fait, nous, ce qu'on va faire, on va calculer le taux maxi et on doit être inférieur à un taux, je vais dire admissible. OK? Alors, le taux maxi, c'est pas compliqué. En fait, c'est quoi? Ça va être ici T divisé par S, si S est la section. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est calculer l'effort tangentiel. Une fois que j'ai l'effort tangentiel, eh bien, je peux avancer sur le reste. Donc, je le mets un peu plus loin. Alors, comment est-ce que je calcule l'effort tangentiel? En fait, ici, alors petit a, calcul de T. Le couple, là, il est repris des deux côtés, en fait. Le couple exercé, le couple maxi exercé sur le... ici, sur la goupille. On va se mettre dans les conditions les pires. C'est quoi? C'est T fois le rayon de l'arbre récepteur. Mais fois 2. Fois 2, parce que j'ai 2 fois T, en fait. OK? Donc, en fait, le couple maxi, c'est tout simplement 2 fois R, ça fait T, fois le diamètre de l'arbre récepteur. OK, c'est bon? Donc, à partir de là, le couple maxi, est-ce que je le connais? Oui, je le connais, puisque ça, c'est une donnée de la doc constructeur. Le couple maxi, on l'a ici, on a 98. Alors, c'est le couple nominal. Le couple nominal, il est près de 100 Nm, il a 98,4. D'accord? C'est le couple qu'on va avoir au niveau du moteur. Voilà. Ici, c'est max. C'est la doc du moteur. OK? Une fois que j'ai ça, là, c'est fastoche, hein? J'ai qu'à dire, en fait, T. Je vais remonter encore un peu. Grand T, c'est tout simplement le couple divisé par le diamètre de l'arbre récepteur. Donc ici, allez, on va le faire, 98,4 sur le diamètre, 36. Alors attention à bien utiliser les bonnes unités. Alors si vous faites le calcul, pour une fois, j'ai préparé le boulot. Vous trouverez, alors si vous avez la calculatrice, vous vérifiez, 2733 newtons. OK, donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a ça, petit b, on va calculer la contrainte de cisaillement. La contrainte de cisaillement, c'est l'effort divisé par S, d'accord, de manière générale. Alors là, attention, hein, il ne faut pas se tromper. Si je reviens à ça, que je regarde là, sur un endroit là, dans cette zone-là, là, dans cette zone-là, j'ai l'effort T qui est exercé sur la section ici. Et là, j'ai la même chose. Si je considère les deux
les deux efforts tangentiels, si je fais la somme des deux de t, il faudra que je fasse la somme des deux sections. Alors, moi, je préfère partir là-dessus, disant que là, c'est la même chose. Donc ici, j'ai une section S et un effort T. Donc l'effort T, il est exercé sur une section S, on va dire. Donc le taux ici, ça va être tout simplement, là, T, j'ai resté, c'est pas vrai, T sur S. Mais S, c'est pi d2 sur 4. Donc ça me fait 4T sur pi des récepteurs au carré. D'accord? Là, j'ai mis récepteur. C'est pi d2 sur 4. On peut mettre pi d2 si vous préférez, avec D. Voilà, on va laisser comme ça, pi d2. Et grand D, c'est l'arbre récepteur. Diamètre, arbre récepteur. C'est pas l'arbre moteur. Alors, ça c'est le calcul de C. Petit c, maintenant c'est la condition. Condition, on va dire, de résistance. Alors, la condition de résistance, voilà, ici, c'est taux du calcul qui doit être inférieur à taux admissible. Ou alors, on va partir sur taux RPG. Ça vous dit ça? La résistance pratique. Ça, mais on va y arriver à l'application numérique. Parce que l'application numérique ici, le D, tu le connais pas, c'est ce que tu recherches. Ça là, c'est la donnée à trouver. Puisque en fait, c'est ce qu'on on cherche à déterminer le diamètre. Taux RPG, ça vous dit ça? C'est l'équivalent du RE, c'est la résistance pratique au glissement. OK? Donc ici, nous, on va faire, si on dit taux doit être inférieur à ça, ça veut dire, bah vous avez compris, hein, 4T sur pi d2 inférieur à taux RPG, que je connais parce que ça dépend du matériau que vous utilisez. D'où ici, là, eh bien en fait, D au carré, allez, je vais y aller tranquillement, D au carré, qui doit être supérieur à 4T sur pi d2. Sur pi RPG. Abruti que je suis. Ou D, là si je reprends ça, ça me fait donc D supérieur à racine carrée de tout ça, c'est-à-dire 2, puisque racine de 4 c'est 2, n'est-ce pas, hein? Racine de T sur pi RPG. On a notre condition. Ben, maintenant, on va faire l'application numérique avec ici le choix du matériau qui nous dit en fait que le RPG, c'est, allez, on va partir de un matériau qui a 450 mégapascales. C'est des matériaux classiques, pas trop mal quand même, hein. Et si vous faites le calcul, ça fait D supérieur à 2,78 mm. Alors attendez, je vais le faire le calcul parce qu'il y a des je vais le taper. Parce que il y a ici un petit problème, enfin un petit problème. Certains peuvent tomber sur un problème d'unité. Donc 2 racine carrée de quoi? Le grand T, c'est 2733 newtons sur pi RPG. RPG, c'est 450 mégapascales. Vous êtes d'accord?
Donc, si vous le laissez comme ça, vous allez trouver directement le résultat. Alors, là, si je le laisse comme ça, c'est des mégapascales, c'est-à-dire des newtons par millimètre carré. Là, vous avez des newtons. Des newtons sur des newtons, il reste ça sur 1 sur millimètre carré, c'est-à-dire millimètre carré. Et racine carrée de millimètre carré, ça donne D. Ok, donc faites attention à ça. Hein. On se fait facilement piéger sur les unités. Là. Et si je fais le calcul, je trouve D supérieur à 2,78 mm. Donc on prend D. Le choix, on va prendre 3 mm. D'accord? Par exemple. Bon, ça commence à faire une goupille pas trop mal. Alors ça, c'est si je considère un couple nominal. En fait, quand j'ai pris couple maxi, je suis parti sur le couple nominal. Je vais faire une petite remarque. Petit e, ou petit e, allez, remarque. Le couple de calcul, c'est le couple nominal du moteur qu'on a choisi là. Et si on considérait et avec un coefficient de sécurité, vous comprenez l'idée? Alors j'ai vu qu'il y en a qui m'en ont un. Ah oui, il est passé où le 4? C'est bon, je vois que Aurore a répondu. Parfait. Merci de m'aider parce que j'ai pas toujours le nez. Je suis pas toujours le regard rivé sur l'écran à droite là, qui représente le BBB. Donc là, vous avez vu, on a fait un calcul avec le couple nominal du moteur. Imaginons qu'on mette en place un coefficient de sécurité. Donc là, ça veut dire que, par exemple, on pourrait prendre un couple maxi qui vaudrait S, qui serait le coefficient de sécurité, fois le couple nominal. Et si on prend S, par exemple, alors là, on va partir sur une valeur, je vais vous la pondre comme ça. Dans la réalité, on pourrait partir d'un tableau, comme on a fait en début d'année, lorsqu'on a fait les calculs de poulie-courroie. Vous vous souvenez, je vous avais dit, alors je ne sais pas si c'est vous que j'avais eu, mais sinon, j'avais dit que j'aimais bien cette idée parce que une fois qu'on avait compris le calcul, la démarche de calcul des poulies-courroies à partir de docs constructeurs, on comprenait beaucoup d'autres choses parce que c'était toujours les mêmes histoires. C'est-à-dire qu'on calcule un couple, on doit choisir à un moment donné un coefficient de sécurité pour pouvoir déterminer un couple maxi pour le calcul. Donc là, on va partir sur quelque chose de 3,35, c'est-à-dire généralement quand on a ça, c'est pas mal. Hein, voilà, j'ai des chocs, ça peut tourner dans un sens, ça peut tourner dans l'autre. Ça travaille là. Donc si j'ai ça, fois le couple nominal qui est de 98,4, ça donne un couple de 330 Nm. C'est pas du tout la même chose hein, là. D'accord? Ça c'est un choix. Vous avez compris que ça c'est un choix. C'est un choix doc constructeur par exemple. D'accord? Que je vous donne moi. Ok, c'est bon? Et là, vous allez dire, mais où est-ce qu'il va en venir? Ben là, en fait, tout ça pour dire que si je considère ça, ça me fait un effort tangentiel, mais 3,35 fois plus grand. Hein. En fait, vous allez trouver 9160 newtons. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver un diamètre de la goupille qui doit être supérieur à, ici, 5 mm. 2 mm de plus. 36. Donc vous faites un trou de 5 mm sur un arbre de 36.
Bon, c'est pas toujours ce qui est le plus facile. Hein. OK? Donc là, c'est le calcul avec un choix d'utilisation de goupilles. Vous avez vu ça, des calculs comme ça déjà en résistance des matériaux, enfin dimensionnement de structure? Ça, c'est un calcul classique, ça, en dimensionnement de structure. Non? Alors, ce que je vous propose, c'est de passer sur un autre. Je passe sur un autre tableau blanc. Ah, n'importe quoi. Je passe sur un autre tableau blanc parce que si je veux vous le mettre en ligne après, le problème c'est que ça fait des images qui sont pourries. Vous avez vu, je pense à vous. Hein. Donc maintenant, on va passer à la longueur de calcul de. T'avais pas la fin, Julie? J'ai fait exprès de partir pour pas que tu l'aies. Ah. Allez, viens par là. C'est bon là? Est-ce que pour la première partie là, vous avez compris? C'est bon? Je peux passer à l'autre partie. Donc là, cette fois-ci, on va calculer une longueur de clavette. En utilisant les documents normalisés, déterminer la section de clavette normalisée pour le bout d'arbre récepteur. Déterminer alors la longueur de clavette adaptée pour respecter la condition de non-matage. Alors les documents normalisés, on les a où? On les a juste sur le GDI. Ok, donc là, alors attendez, c'est le 142. Donc là, si je pars, donc je suis au 142 et je vais faire un calcul de clavette. Donc ici, on a un diamètre de l'arbre récepteur, il vaut 36 mm. Quelle est la section déjà de la clavette? Je regarde le GDI, le GDI, que j'aille le chercher. Voilà. Et si je regarde le GDI, je vais le mettre en plus grand. Ici, moi, ce qui m'intéresse, alors, si je regarde petit a, c'est la largeur, petit b, c'est la hauteur. Petit a pour 36 mm, j'ai petit a qui vaut 10, ça fait 10 par 8. 10 en largeur, 8 en hauteur. Tout le monde est d'accord avec ça, là? D'accord, 10 par 8. Et vous allez me dire la longueur. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi je vous ai toujours. Vous vous posez souvent cette question, je dis la longueur, c'est pas normalisé, c'est vous qui la choisissez. Là, c'est vraiment, c'est l'illustration de ce que je disais, ce que je viens de dire. On va calculer la longueur. L'idée, c'est qu'on nous impose la section, mais maintenant, on va calculer la longueur pour pouvoir transmettre le couple. OK? C'est bon pour tout le monde? Alors, ici, donc on a A qui vaut 10 et B qui vaut 8 en millimètres évidemment, sachant que là, c'est ici B et A. OK, et puis là, vous avez l'arbre. Il n'est pas beau mon arbre. C'est pas beau du tout. Voilà. OK. Mon kikine, lui. Voilà. Donc ici, quand on transmet le couple, alors une chose qui va être importante à voir, attendez, je vais rajouter, nous, c'est cette distance-là. Cette distance, à un moment donné, vous allez voir, on va en avoir besoin. Là, ça là, je le mets en rouge. C'est ce qu'on appelle J. Si vous regardez sur la doc, vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait regardé, c'était J. Et J pour un diamètre de 36, ça vaut D-5. Nous, ça vaut D-5. Pour l'arbre de 36 mm.
D'accord? Alors, si je regarde ça là, on pourrait faire un calcul de la clavette au cisaillement aussi. Est-ce que tout le monde voit ce que je veux dire? Là c'est le côté le plus intéressant, c'est maintenant. C'est pour le calcul de clavette, c'est j'analyse ce qui se passe physiquement. Alors, comment calculer? La clavette. Première approche. Au cisaillement. Alors, au cisaillement, c'est-à-dire où exactement? Mais là, on pourrait dire, en fait, je vais venir cisailler là, sur cette là. Vous voyez là, ce que j'ai rajouté là, au cisaillement, ici là. On dit, ah ben oui, et à ce moment-là, la section cisaillée, dans ce cas, la section cisaillée, elle serait quoi? Elle serait petit a fois L qui est la longueur de clavette. Tout le monde est d'accord avec ce que je raconte? Mais en fait, on ne va pas faire comme ça. Mais en fait, les clavettes ont un autre point faible. Je vais le marquer comme ça. D'où la deuxième approche, qui est l'approche choisie, qui est toujours celle c'est celle qu'on utilise pour calculer les clavettes. Et c'est un calcul au matage. Et on le fait toujours. Toujours. Ça, c'était juste pour vous montrer. C'est quoi cette histoire de matage? C'est pas mater dans le sens où tu vas voir, toi, je vais te mater. Là, le matage, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, autour de ça, là, alors je vais le faire d'une autre couleur, autour de ça. Ici, alors, je vais remonter là. Je vais refaire le schéma. Je sais que ça peut paraître bizarre cette histoire au début, à dire mais tiens, pourquoi on ne le fait pas au cisaillement? En fait, c'est que là, quand je considère ici ça, là, avec, je vais recommencer, je vais faire d'abord la clavette. J'ai une clavette là, voilà. De là, je fais ça. Ok, putain, c'est pas beau. Hein. Là, après autour, je vais avoir mon élément avec ici. Je le fais la même. Je marque bien la couleur là autour. Voilà. Oh que c'est pas beau. Voilà, j'ai ça. En fait, ici, là, si vous regardez bien, vous allez avoir au niveau un contact entre la clavette et l'arbre, latéral, ici sur le côté. C'est ça comme ça que tu appelles remonter? Attends, je vais refaire mon schéma. Il est vraiment trop laid mon schéma là. Il est vraiment trop laid. Hein. J'ai honte. C'est pénible parce qu'on devrait pouvoir avoir. C'est que là, alors là, je vais essayer. C'est bon, je peux redescendre comme vous dites. C'est bon? Ok, parce que là, j'ai vraiment du mal avec cette tablette. Déjà que je ne suis pas doué. Là, vous allez avoir donc la clavette. Je vais faire quelque chose de plus gros. Hein.
Ah, il a reconnu. Là, je vais avoir ça. Et autour, je vais faire d'une autre couleur comme ça. Je vais avoir l'élément. Voilà, mon élément. Ici, ma grosse patate. C'est pas vous que j'appelle comme ça. Hein. Voilà, j'ai mon élément qui doit transmettre. Je préfère encore que ça soit comme ça. Donc, je dois transmettre le couple entre la partie noire et la partie bleue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux zones ici qui sont, première zone, cette zone-là, j'ai une zone rouge là, où j'ai le contact entre la clavette et l'arbre. Et ici, j'ai une autre zone que je vais mettre en vert, là, qui est une zone de contact, là, entre la clavette et la partie alésage. Ok, tout le monde comprend? J'ai deux zones de contact. Entre la clavette, donc clavette avec en rouge avec arbre, en vert avec alésage. Donc si j'ai des zones de contact là, je vais avoir une répartition de pression là. D'accord? Avec donc une pression de contact sur chaque zone. Ben en fait, on se rend compte que c'est cette pression de contact qui va poser plus de problèmes, plus que la contrainte de cisaillement qu'on a en travers de la matière. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que le problème va être au sein de la matière, à l'intérieur de la matière de la clavette, et en fait non. Le problème, il est à la surface. Alors à la fois de la clavette et à la fois des autres éléments. Mais nous, on calcule la clavette, donc on va s'intéresser à la clavette. Et ce qu'il faut, c'est que cette pression de contact, et la pression de contact, doit être inférieure à une friction maxi admissible par le matériau. Là, après, il y a des histoires de pression de Hertz, etc. Si je voulais modéliser plus, c'est ça. Et ça, en fait, ça, c'est quoi la pression maxi admissible matériau? C'est ce qu'on appelle la pression de matage. C'est-à-dire que si on dépasse cette pression-là, il va y avoir une déformation plastique locale et je vais avoir la déformation de ma clavette. Et ça risque de casser à un moment donné. Alors, la fois de la clavette et puis aussi de l'autre côté, soit du côté arbre, soit du côté alésage. Et ça, là, c'est pire que les problèmes de cisaillement. Avant d'arriver au cisaillement ici, j'aurais maté la clavette. OK? Et ça, cette situation, et ça, c'est le plus dramatique, en fait. Alors, quand je regarde d'un petit peu plus près, mes dimensions, là, je remonte. Je ne vous donne pas le mal là, ça va? Vous avez vu, là? Donc, j'ai J, D-5, petit a, petit b. Je vais le recopier, là. Je vais le recopier. Ici. Là, je me retrouve avec... Je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre le vert. Là, j'ai J-5. Et petit b, on avait dit que c'était combien là? Là, on avait dit que c'était 8, je crois. Merci. On a 8 là. Et 10 là, mais on sent. Le 10 ne nous intéresse pas. Donc J-5, là c'est J-5. J-5, non, c'est J, c'est diamètre moins 5, pardon. C'est J qui vaut diamètre moins 5. Voilà. Et ça, c'est J.
J, c'est le diamètre moins 5. Donc ça veut dire que là, sur la partie rouge, je vais le marquer ici, en rouge, sur la partie rouge, là, ben j'ai 5 mm. Donc ça veut dire que c'est la partie... Non, il ne va pas m'agacer l'autre là. Si, il veut me faire un truc là. Ça veut dire que sur cette partie-là, là, sur celle-ci, là, sur celle-ci, celle du haut, j'ai donc 3 mm. Ah, donc ça veut dire que la surface verte ici, elle est plus petite que la surface rouge. Hein, tout le monde est d'accord avec ça? Donc là, ça veut dire que la surface verte, c'est ici, c'est-à-dire côté alésage, et inférieure à la surface rouge côté arbre. Alors, vous pouvez vous dire ce que vous avez écrit sur la dernière ligne? Ah oui, alors, je recommence. Je vais prendre ça et en même temps, je vais... Donc, la pression de contact, vous voyez, là, je fais des points. La pression de contact doit être inférieure à la pression maxi admissible du matériau. Et c'est ce qu'on appelle la pression de matage. Et je me rends compte que la surface verte, côté alésage, donc je suis là, côté alésage, elle est inférieure à la surface rouge, côté arbre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'ai perdu personne là? J'ai jamais été un as de l'écriture, mais alors avec la tablette, c'est une vraie horreur. Vous avez du mérite quand même de me suivre. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, on va se mettre dans le cas le pire. Alors déjà, on va considérer que l'effort, il va être cet effort-là. Ici, si je regarde bien, là, je vais me récupérer un effort ici, là. Tangentiel. Et j'en ai qu'un, là. Et cet effort tangentiel, il va être repris par les surfaces. Alors en fait, quand on fait le calcul de la clavette, on va considérer que l'effort, il est repris soit d'un côté sur le vert, soit de l'autre sur le rouge. Et donc la pression de contact, ça va être l'effort tangentiel sur la surface considérée. Donc soit c'est T sur S rouge, soit c'est T sur S vert. Sauf que la surface verte, elle est plus petite. Donc si elle est plus petite, ben, ça veut dire que la pression va être plus importante du côté vert. Donc nous, on va s'occuper du côté vert. C'est bon ou il faut que je le refasse? Vous voulez que je réexplique? C'est bon? Donc on considère, je vais marquer au moins ça, on considère la surface la plus petite. Pour calculer la pression. Car c'est la pression maxi. Car c'est la pression la plus grande. Entre les deux, c'est là où la pression sera la plus grande. Donc ça veut dire que la pression ici, P, c'était sur la section, donc ici côté alésage. La surface, pardon. Côté alésage. C'est une surface là, c'est pas une section. Enfin, c'est pas une section dans le sens où on ne traverse pas la matière. C'est une surface de contact. Alors après, il faut calculer T. Alors T, contrairement à tout à l'heure, il se retrouve tout seul. Vous vous souvenez, tout à l'heure, dans la goupille, il y avait 2 fois T. Mais là, il n'y en a qu'un. Donc ici, T, c'est tout simplement le couple divisé par le rayon, ou le couple, alors je vais l'écrire comme ça, divisé par R arbre,
C'est-à-dire, c'est 2 fois C sur le diamètre, sur des arbres. Donc, si je fais le calcul, je suis à... Alors, on va faire deux calculs, là. On va faire le premier calcul, là. 2 fois 98,4. Donc, ça, c'est si je pars au couple nominal sur l'arbre. Alors, attention, hein, c'est 36 mm. Ça, c'est en newton-mètre. Donc là, il me faut des mètres aussi. Ok, je fais attention à ça. Hein. D'accord, newton-mètre. Et là, j'ai des mètres. 36 mm ou 36-3 mètres. Voilà. Si je fais le calcul, je dois trouver 5467. C'est bon? Je pourrais peut-être vous laisser faire les calculs, mais j'imagine que vous y arriverez quand même. Maintenant, la surface de l'alésage. La surface de l'alésage, elle vaut quoi? Elle vaut la petite hauteur que j'ai ici, là, je vais, je vais ici, tac. Vous voyez là, je vais repérer ça là, ça là. C'est ma petite hauteur, là. Petite h, d'accord? Et petite h qui vaut 3 mm d'ailleurs. Remarquez, je pourrais le mettre là. Hein. Ça, je vais dire que c'est petit h. Voilà. Vous voyez là, 3 mm. Allez, je efface parce que voilà, ça c'est petit h. Petit h égale 3 mm. Ben, en fait, la surface de contact sur l'alésage, c'est petit h fois la longueur de la clavette. Tout le monde est d'accord avec ça? Puisque c'est voilà, ça traverse toute la clavette. Le contact, il se fait sur le flanc de la clavette. OK? Avec petit h qui vaut 3 mm entre parenthèses. Dans notre cas. Donc, ou d'où la pression qui vaut T sur S, ça vaut donc ici grand T. On verra après sur le calcul hein, petit h fois grand L. Et on veut que cette pression elle soit inférieure à la pression de matage. C'est bon? Et une fois qu'on a analysé, je ferai remarquer qu'une fois qu'on a analysé physiquement, après les calculs, si je sais ce que je veux faire exactement, c'est fastoche. Hein. Donc là, si on veut ça, donc quoi? Ben donc, on a T sur H fois L qui est inférieur à la pression de matage. Qu'est-ce que je cherche? Moi, ce que je cherche, c'est ça. Ça, c'est à trouver. Petit h, je connais. Grand T, je connais. P matage, ben je connais parce que c'est fonction du matériau. Je vous donnerai la valeur après. Donc ici, grand L, si je fais passer grand L là, donc ça fait grand L qui doit être supérieur à grand T sur H fois la pression de matage. C'est bon? Alors, la pression de matage, quand on regarde de la doc, avec près de matage, c'est de 50 à 100 mégapascal. Je suis obligé de déplacer, c'est pas vrai.
OK? Donc nous, on va partir sur la valeur la plus faible. OK, on va partir sur 50. Donc si vous faites le calcul, là, ça vous fait L supérieur à T. Alors on l'avait calculé, c'était 5467 newtons. Sur grande H, c'est 3. Alors attention, moi là, je ne cherche pas à comprendre. Je me mets direct en unité du système international. OK? Alors, on n'est pas forcément... Alors attendez que je réfléchisse. 10 moins 3. Là, on est en mégapascal. Si je transforme, donc c'est des newtons par millimètre carré. Ouais. Oui. Bon, ça fait rien. Je suis parti comme ça. Multiplié par, ici, 50 mégapascal. Alors, quand je suis en bas de la tablette, c'est toujours plus difficile à écrire. J'ai pas d'appui, quasiment. À 50 10 puissance 6. OK? Et ça me donne des pascals, là. Donc des newtons par mètre carré. Sinon, on pouvait laisser des mégapascales. Soit je fais comme ça, soit je laisse en millimètres ici, j'ai des millimètres ici, là j'ai des newtons par millimètre carré. Je simplifie, il me reste 1 sur millimètre carré là, ça remonte, ça me fait bien des millimètres carrés, des millimètres en haut et des newtons sur des newtons, il me reste des millimètres, c'est homogène. Bon, j'avais pas besoin de faire ça, mais ça fait rien. Ça me fait L supérieur, donc à 36,4 mm. Dans ce cas-là. Ça, c'est calculé à partir du couple nominal du moteur. Oula, la faute d'orthographe. La faute d'orthographe, les jeunes. Vous l'aviez vu, j'espère. C'est bon cette première partie-là? Enfin, cette partie-là? Sur le calcul d'une clavette au matage? Il y a des profs peut-être qui vous l'avaient dit déjà que ça se calculait au matage. Ben, on vient de le faire. C'est pas très compliqué en fait, une fois qu'on a compris ce que c'était. Alors, une petite remarque. Et avec un coefficient de sécurité. J'avance, je vais pas trop vite là, je n'ai pas perdu. On va partir avec le même, hein. S égale 3,35. On calcule à partir de là. Si on fait le calcul, donc ça fait, on multiplie tout par 3,35 au niveau du couple, etc. On fait tous les calculs. Et bien le résultat, ça donne L supérieur à 122 mm. D'où, donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, ça fait une clavette. Elle est un peu grande, hein, la clavette. Même là, déjà, 36 mm, bon, encore pourquoi pas. Mais là, 122 mm, d'où, d'après vous, qu'est-ce que je mets? Si je trouve une clavette de 122 mm, d'où? Ben, d'où l'utilisation du cannelure. Et c'est la suite de l'exercice. Vous avez compris? Premier exo, on a calculé une goupille de manière avec le couple nominal, un couple maxi qu'on a calculé à partir d'un coefficient de sécurité. Deuxième partie, on s'est dit, ben, on va utiliser une clavette. Premier calcul, on trouve une longueur supérieure à 36,4 mm, c'est pas beau mon supérieur là, à 36,4 mm. Alors ça, c'est avec le couple nominal.
Et dès qu'on considère le coefficient de sécurité, on se dit, tiens, on peut avoir un choc, on peut avoir quelque chose qui ne va pas bien, donc on va considérer un coefficient de sécurité de 3,35. On a des inversions de sens de rotation, on entraîne un système avec une grosse inertie. On trouve une longueur de 122 mm. Ben là, on ne peut pas utiliser une clavette. On va donc utiliser des cannelures. C'est bon sur la démarche? Pas trop difficile la distance? Allez, on attaque. Je prends un autre. Ici, donc, ça va être le 1,4,3, je crois. 1,4,3, bien vu, longueur de cannelure. Donc, on va calculer les cannelures. Alors, c'est un petit peu plus coquin, le calcul des cannelures. Pourquoi on ne peut pas utiliser des clavettes? Parce que, regarde, tu as une longueur de 122 mm. 12 cm, ça te fait une clavette de 12 cm. En termes d'encombrement, c'est immense. Ça te rajoute de l'encombrement axial. Donc, pour pouvoir transmettre la puissance, on va répartir. En fait, l'idée, sur une clavette, l'idée, c'est de répartir la surface de contact qu'on a sur un seul élément, garder la même surface de contact globale, mais en utilisant des cannelures, c'est comme si on utilisait des clavettes. Les cannelures, en fait, c'est tout un tas de clavettes, de multiclavettes. Et c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une surface sur toute une longueur, on va les répartir tout autour du cylindre. On va arriver à quelque chose d'équivalent en termes de surface, mais en termes d'encombrement, c'est 1000 fois mieux. Bon, après, un usinage, évidemment, ça coûte plus cher, mais on ne peut pas tout avoir. Tu as compris? Donc, le calcul des cannelures, c'est idem, calcul de clavette. C'est-à-dire qu'on doit avoir une pression d'utilisation inférieure à une pression de matage. D'accord? P doit être inférieur à une pression de matage. D'accord? Alors, ici, le calcul, il va se baser sur la norme. Ah, et à partir de combien de millimètres on le fait? Ben là, c'est le concepteur qui décide. Il n'y a pas de règle. C'est le concepteur qui va dire ouais, c'est bon, c'est acceptable. Là, je garde l'encombrement, il est grand, mais bon, ça passe. Ou non, par rapport au cahier des charges, ça ne va pas. Donc, il n'y a pas une valeur à partir de laquelle on passe de clavette à cannelure. C'est en fonction de chacun. Mais là, quand même, 122 mm, c'est-à-dire 12 cm, c'est immense. Et vous allez voir, on va passer sur quelque chose de différent. Donc, sur le calcul des cannelures, ça se fait c'est sur la même philosophie que le calcul des clavettes. C'est-à-dire que la pression d'utilisation doit être inférieure à une pression de matage. Mais pour cela, les normes elles aident. Voir normes. D'accord? Mais où? Ben, là, on va pas se gêner, hein, on va aller le voir, le GDI. Allez, on récupère le GDI. Je l'ai où, mon GDI? Je vois pas mon GDI. Si, il est pas assez gros. Alors, est-ce que c'est derrière les clavettes, les cannelures? Peut-être pas. J'essaye, mais je crois que je peux essayer un moment. Bon. Alors, clavette.
Non, cannelure, pardon. Cannelure 232. 232. J'aime bien les cannelures, surtout à cette heure-là de la journée. Ah ben c'était juste derrière, non, non, c'était vraiment juste derrière. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ça m'agace. Parce que ça me fait penser au petit cannelé de Bordeaux, c'est bon ça. Alors, les cannelures. Vous connaissez les cannelés de Bordeaux? Bon, on voit les gourmands là, et les gourmandes. C'est pas mauvais ça. Alors, donc si j'y reviens sur mes cannelés, mes cannelures, pas mes cannelés, mes cannelures. Donc des cannelures, il existe plusieurs types de cannelures. Alors donc déjà, je vais zoomer un peu. Alors bravo, je ne suis pas du tout au bon endroit. Je vais vous donner le mal de mer à force. Voilà. Donc l'idée là, vous avez ici donc une partie ici mâle, une partie femelle. Vous avez ensuite une possibilité de contact soit directement au niveau du petit diamètre de l'arbre, soit au niveau du grand, alors du petit diamètre ici là, soit au niveau du grand diamètre. D'accord, c'est l'un ou l'autre. Donc soit je sens d'un côté, soit je sens de l'autre. Alors ça nous donne en fait deux séries différentes. Il y a les séries dites légères, les séries fortes. Série forte, vous voyez, il y a une petite étoile, petit astérix, emploi évité. Donc on ne va pas se gêner, on ne va pas l'utiliser. Ok. Donc après on a le choix entre la série légère et la série moyenne. La série légère, c'est pour obtenir un centrage sur. Enfin, l'idée c'est d'avoir un encombrement le plus faible possible. Ok, bon. Après, la plupart du temps, on tape dans la série moyenne. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. C'est vraiment ce qu'il y a de plus courant, c'est la série moyenne. Vous remarquerez que ici, quand on a des grandes vitesses de rotation et tout, ou si on a des changements de sens de rotation aussi, par exemple, ce que je vous ai montré ici, là, ce qui est le plus courant, ça ne suffit pas. Et à ce moment-là, on passe sur des cannelures à développante de cercle. Vous voyez là? Ah tiens, ça ressemble à des engrenages. Ben en fait, là, ça c'est vrai. Quand j'ai, alors là, transmission extensible de poids lourd, par exemple, c'est voilà, c'est exactement ça là. Alors en plus, entre parenthèses, ça répond à une question de l'exercice, du dernier exercice. Vous avez vu là, on va transmettre le couple ici, et en plus, on a une translation possible. C'est une glissière. Alors on verra après hein, dans l'autre exercice, mais quand on a un joint qui ressemble à un joint de cardan, là, c'est un joint de cardan, quand vous tournez les roues par exemple ou autre, eh bien vous allez avoir un déplacement axial d'une des deux parties, et le fait d'avoir des cannelures, ça permet ce déplacement axial sans avoir rupture de transmission de couple. C'est le cas typique de la cannelure. Donc nous, on va se mettre dans un cas classique, on va utiliser ici les séries moyennes. Donc qu'est-ce qui est important de savoir? Il faut connaître le nombre de cannelures. Donc nous ici, si on regarde, on est à un diamètre 36. 36, alors vous allez dire un grand D ou un petit D? Alors là, il n'y a pas cherché longtemps, hein, on est en petit D. Hein. En plus, ça tombe bien, c'est le diamètre de l'arbre. Donc vous imaginez, je sors sur un diamètre de l'arbre 36, je peux usiner et ça sera, voilà, c'est pile poil. Et, vous voyez, petit D, là, on imagine, voilà. Bon. Je suis à 36. Là, ça va me donner 8 cannelures. 8 cannelures et grand D 48. Grand B, vous avez vu ce que c'est ça. Et puis vous avez petit s. Alors, petit s, c'est super important. Vous avez vu, c'est la norme qui donne petit s. Pourquoi est-ce que la norme donne petit s?
Ben, c'est pour faire du calcul de cannelure, tel qu'on est en train de le faire. Ah ah, ben oui. Si vous regardez ce que c'est petit s, vous voyez là, nombre de cannelures. Pardon, S, c'est surface réelle d'appui des cannelures par millimètre de longueur. Donc là, par exemple, si je prends notre cas 36, donc 8 cannelures, diamètre, petit diamètre 36, grand diamètre 42, grand B égale 7, et grand S, petit s égale à 14,4 millimètres carrés par millimètre. C'est une surface linéique. D'accord? Donc nous, on est à 14,4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une longueur de clavette grand L, la surface globale, c'est grand L fois petit s, exprimé en millimètres carrés. C'est bon, tout le monde a bien compris? Ça, je le passe de l'autre côté. Pouf, pouf. Donc ici, là, nous, alors c'est écrit dans l'exercice de mémoire. Eh, on dit, on vous dit dans le texte du TD, on vous demande d'aller regarder sur le GDI justement. Alors, dans notre cas, on a diamètre petit d égale 36 mm. Ça fait ici petit n égale 8 cannelures. Ça fait grand D qui vaut 42 mm. Je marque tout, même si on ne l'utilise pas. Grand B, 7 mm. Et surtout, petit s, là, qui vaut 14,4 mm² par millimètre. Et ça, là, c'est en considérant toutes les cannelures, hein, tous les contacts. OK? Donc ici, la surface de contact, je vais mettre ainsi. Surface de contact. Grand S, c'est petit s fois L. OK? Donc la pression et la pression, elle sera égale à quoi? Bah, grand T, l'effort tangentiel, comme si j'avais qu'un seul effort tangentiel, mais qui va être réparti sur tout le long. Donc ça revient à dire que je considère le seul effort tangentiel sur grand S, la surface de contact. Avec grand T, alors on l'a déjà fait, hein, c'est le couple sur le rayon, c'est-à-dire que c'est 2 fois le couple sur le diamètre de l'arbre. C'est bon? Donc une fois qu'on a compris cette histoire de petit s, ben, le résultat il va tomber là. Il va tomber, ça va tomber sévère là. C'est la même chose après. Donc une fois que j'ai ça, j'ai l'effort tangentiel, ben, je vais calculer P, pardon. Donc P, c'est grand T sur grand S, ou c'est petit s fois L. Et ce que je cherche, c'est ça. Vous êtes d'accord? Donc à partir de là, ça me donne. Alors pareil, la pression ici doit être inférieure à la pression de matage, soit là, ici, grand T sur petit s fois L inférieur à P matage,
soit ça me donne ici grand L supérieur à grand T sur petit s sur la pression de matage. C'est bon? Je vais pas trop vite? On fait le calcul? Allez, on fait l'application numérique. Là. Donc, on fait une application numérique. Je vais garder les choses un peu en haut comme ça. Alors, application numérique. Première chose, j'ai ici, je vais prendre le couple nominal. Petit A avec le couple nominal, pardon. C'était combien? 98,4, je crois, Newton-mètre de mémoire. Donc, à partir de là, on trouve que T, on l'avait déjà vu, 5467 newtons. Donc, L, alors cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir, j'ai 5467 newtons sur petit s. Petit s, c'est 14,4 fois 50 dessous. Je suis obligé de remonter, je suis désolé. Là, j'ai des newtons. Là, j'ai des millimètres carrés par millimètre. Donc, ça me donne... voilà. Je dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est bon. Là, j'ai des mégapascales. Et les mégapascales, c'est la même chose que des newtons par millimètre carré. Voilà, c'est homogène. J'ai des millimètres carrés partout. J'ai des newtons. J'ai des millimètres ou des millimètres carrés. Donc, c'est bon. On peut vérifier millimètre carré sur millimètre carré. Ça se simplifie. Il me reste sur millimètre. Ça remonte en haut, ça me fait des millimètres. Et newton sur newton, donc c'est bien bon. Donc après le calcul, je trouve que L supérieur à blanc 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 7,59 mm. Alors là, c'est réquisitoire. Hein. Là, dans ce cas-là, c'est ridicule. On ne va pas mettre des cannelures avec le couple nominal de 98,4. Petit b, si je fais couple maxi égal à 3,35 fois couple nominal, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'écris mal? 330 Nm. Vous faites le calcul, et après le calcul, vous trouvez que L est supérieur à 25,4 mm. On est passé de 120 à 25,4. Ça vaut le coup, non? Voici le calcul de cannelure qui est terminé. L'histoire de cannelure, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est le paramètre petit s, hein, qui est la surface par unité de longueur. Voilà. Millimètre carré par millimètre. On a calculé une goupille, on a calculé une clavette, on vient de calculer des cannelures. C'est bon, pas trop mal à la tête? On se fait le calcul de l'utilisation d'un manchon. Et on se fera une petite pause, si ça vous dit. Et après, on verra calcul d'un accouplement élastique. Ça vous va comme ça?
Parce que 4 heures là en suivant. Allez, donc là, je vais prendre même un autre. Tac. Donc là, cette fois-ci, on fait le calcul du manchon. Donc j'en suis à un 4. Un 4-4. Un 4-4. Manchon expansible. Alors, manchon expansible, vous avez vu ça avec Vincent. Avec Vincent Patou. Et là, on transmet une puissance, non plus par obstacle, mais cette fois-ci, on va le transmettre par adhérence. Alors donc, c'est un petit peu d'ailleurs, entre parenthèses, le titre du TD. Faites voir. Dimensionnement. Ah oui, rigide par obstacle, sauf dans le cas du manchon. Ah, je me rends compte, vous voyez, on l'a bossé ensemble, ce TD, et je me rends compte là que c'est pas très exact. Le manchon à moyeu expansible, on va utiliser l'adhérence. On utilise les parties coniques. D'accord? Alors donc là, vous allez voir, c'est pas très compliqué à utiliser là. Je pense que ça va être très rapide. Donc là, si on regarde, est-ce que tout le monde déjà a bien compris le fonctionnement du manchon? Alors, je vais aller chercher une doc. Ouh, c'est pas trop mal. Alors, attends, doc constructeur, je vais les savoir là. HPC, ben, je crois que c'est dans les mécaniques directement. Oh là là, je sais pas pourquoi il me dit ça là. Non, c'est pas celui-là. J'ai pas pris le bon. Ouais, c'est ça. Alors, tiens, entre parenthèses, là, c'est un... Même s'ils sont pas très sympas, une fois, j'avais eu des soucis avec eux, mais bon, bref. Là, chez HPC, l'intérêt, c'est qu'on a, on a toutes des catalogues, vous pouvez y accéder par le net. Hein. Donc là, si vous regardez, vous avez tout un tas d'éléments possibles pour transmettre de la puissance. Vous voyez, on voit des accouplements. Là. Attendez que je remette. Vous voyez bien ce que je projette là. Toujours. Hein. Je vous ai pas demandé, mais je pense que vous me l'auriez dit si ma voix était saccadée. Donc ici, vous voyez, sur les index, il y a plusieurs éléments possibles. On retrouve vraiment les éléments du cours. Les accouplements, il y a différents types d'accouplements rigides. Vous voyez, tiens, un accouplement rigide, là, vous voyez, là. En bas, là, celui-là. Voilà. Bon. Ici, il y a même des cardans. Des bacs annelés, il y a tout un... Voilà. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les manchons expansibles. Donc là, ça s'appelle aussi bac de fret. Alors, on va y arriver, là. Tac. Alors, attendez, bougez pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Ah, ça peut être pas mal, ça. Alors, attendez, bougez pas. Voilà. Là, c'est bien indiqué. Voilà. Vous voyez, là? Sur cette partie-là. Si je zoome trop, ça fait... Ouais, je vais être obligé de zoomer, quand même. Est-ce que vous voyez ma petite mimine, là, quand je déplace là, le curseur? Ouais, bon. Alors, vous voyez ici, donc vous avez ici l'arbre, un arbre, et là vous avez un élément, par exemple une poulie, une roue dentée, ce que vous voulez, et vous voulez transmettre un couple entre les deux. Cette fois-ci, il n'y a pas de clavette, il n'y a pas de cannelure. Je ne transmets pas la puissance par obstacle, mais je vais la transmettre par un élément intermédiaire qui est le manchon expansible.
Et ça se fait par adhérence. Comment ça fonctionne? En fait, en gros, alors j'ai plusieurs éléments, hein, mais je vais en considérer un. Rien que ici, j'ai, là, vous voyez, des éléments là. Alors je vais essayer de zoomer un peu. Ah. En zoomant trop, on voit moins bien là peut-être. Vous voyez là, ça fait une sorte de V là, ou une sorte de I, avec des plans inclinés. En fait, c'est des cônes. Vous avez des parties coniques ici. Et ces parties coniques, c'est par ces surfaces-là que vous allez transmettre la puissance, par l'adhérence entre ces deux parties-là. Et on joue sur le fait qu'il y ait des cônes pour augmenter la pression de contact entre les deux. Comment? Ben avec une vis là, vous voyez, il y a la vis là. Donc cette vis, je ne sais pas si vous la voyez bien, on voit bien la tête là. Cette vis, elle traverse le premier tampon là, ça ressemble un peu au tampon tangent, hein. Et je viens ici me visser là. Et quand je visse ça, c'est le même principe que les tampons tangents. Quand je visse ça, mais je viens prendre en sandwich la pièce intermédiaire. Et donc les surfaces en contact qui sont coniques, plus je serre fort et plus elles viennent en contact l'une sur l'autre. Et plus la pression de contact est importante. Et plus la pression de contact est importante, et plus je vais pouvoir transmettre de couple par adhérence. Vous voyez, donc on a ça là. Donc là, vous avez ça. Et là, vous avez la même chose. Là, vous voyez, on voit bien les deux cales. Là. Ça fait une première cale là. Là, on voit bien là, la pente, elle est encore plus grande. Là, j'ai la vis qui traverse ici là, un trou lisse. Elle vient se visser sur un trou taraudé sur l'autre cale derrière. Je ne sais pas si vous avez vu la différence entre les deux, mais il y en a une là. Il faut amener la pièce, cette pièce là au contact de l'autre pièce, c'est-à-dire que le centrage se fait là, c'est-à-dire que cette bague là, ce manchon là n'est pas autocentrant. Donc il faut que ça soit, le centrage il se fait sur les pièces les autres pièces. Par contre là, le manchon est autocentrant, vous voyez. Donc le centrage ne se fait pas entre ces deux pièces là, c'est ce qui diffère. Et on revoit ça donc là, on voit ça. Je vous ai montré avant. Voilà, vous voyez là les vis. Là on voit les vis là. Vous voyez, il y a tout un tas de vis. Et là, on voit en hachure les différents éléments en fait. Voilà, vous voyez là on dit ben voilà, il faut visser, on met ça là-dedans et on visse chacun des éléments et de cette manière-là, on vient positionner les éléments. Est-ce que maintenant vous comprenez mieux là? C'est bon? Alors après, il y en a d'autres, hein, vous voyez, là, c'est l'autre élément. Et après, donc, il y a les couples de serrage à mettre sur les vis. Et après, il y a le couple transmissible. Alors, T, on a souvent du T dans les éléments, même quand c'est en français, parce que ça vient d'anglais torque. Okay, c'est le couple en anglais. Vous avez vu, on peut quand même transmettre des couples qui sont pas mal, hein, 2580 Nm. C'est quand même pas mal. Hein, 258 kg au bout d'une barre d'1 mètre. Personnellement, je ne voudrais pas l'avoir à soulever. Voilà. Et puis après, sur les principes, vous en avez plein de différents. Mais toujours, même principe sur la transmission de puissance par des surfaces coniques. OK. Alors, après, de serrage hydraulique, c'est encore autre chose, etc., etc. Voilà. Donc, nous, là, en fait, c'est ce qu'on veut faire. Zut. Là. Donc là, c'est vrai que là, il faut deviner un petit peu plus, là, sur le... Il faut deviner un petit peu plus. Et on voit bien le moyeu conique, la bague taraudée, la bague de serrage, qu'on dit serrage, mais en fait, on vient prendre en sandwich le moyeu conique entre la bague taraudée et la bague de serrage. Et on transmet la puissance comme ça. Alors,
Donc là, ici, si vous regardez, il y a des calculs à faire. Bon, c'est des calculs de force aussi axiale. Alors nous, on ne va pas rentrer là-dedans. Ok, on va aller directement regarder dans le tableau. Vous avez le tableau en face. Et là, si vous regardez, alors on va partir directement sur un couple max de 330 Newton-mètres. Hein. Ça évitera d'aller... Alors je vais mettre un poil plus gros. Ouais, si je mets un poil plus gros, est-ce que j'en vois bien là? Voilà. Ouais, si c'est bon. Si je regarde ici, 330 Newton-mètres avec un effort axial nul chez nous. On n'a pas d'effort axial. Engendré par le réducteur ou autre, on n'a pas d'effort axial. Donc on a juste 330 Newton-mètres. Si je regarde 330 Newton-mètres, je tombe sur un diamètre de 24 mm pour le diamètre mini, avec une force maxi axiale de 27 000 newtons ou 27 kN. Bon, nous on a 0, donc c'est bon. Couple de serrage, ça c'est pour les vis, après, etc., etc., etc. Donc, si on part sur un diamètre de 24 mm, on peut utiliser le manchon expansible qui va bien, celui-ci. Ah, mais c'est le diamètre mini. Je peux prendre plus. Bah oui, si je veux, je peux prendre plus. Mais le diamètre du réducteur, il est de 36. Oui, il est de 36. Bah pourquoi je ne prendrais pas 36 à ce moment-là? Donc je regarde et je peux... Alors est-ce qu'il y a un diamètre 36? Ah, il n'y a pas de diamètre 36. Donc là, j'irai chercher certainement diamètre 35 pour être le plus près possible du manchon. Pourquoi? Parce qu'après, quand je vais usiner, si j'usine la pièce qui va entre les deux, ben, je vais l'usiner directement quasiment avec le même diamètre. Donc on viendrait choisir celui-là. Ok? C'est bon? Vous voulez que j'écrive des choses là sur le tableau ou... Parce que là, c'est bon, on a choisi. Hein, c'est fini. Il suffit de regarder la doc. Là. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est pas très compliqué. Il suffit de savoir lire le tableau. Hein. Je connais le couple maxi, je regarde la ligne et puis voilà. Et je dis, ah, mais ça, c'est le couple mini. Donc si je veux, je peux prendre plus. Oui. Après, ce qu'il y a, c'est un problème d'encombrement radial. Donc je m'adapte à ce que j'ai. Bon, je vous propose une petite pause. On tombe là sur un... on va commencer un exo là sur l'utilisation d'un accouplement élastique. On fait une petite pausinette et puis on se retrouve... on se dit dans quoi? Dans 10 minutes? 10h, 10h05, ça vous va? 10 minutes, un quart d'heure?